Du fond des gorges du Tarn jusqu'au sommet du mont Égual, en passant par les plateaux des Grands Causses, il est un territoire où depuis des millénaires, les activités agro-pastorales ont façonné le paysage. Riche d'une grande diversité géologique et climatique, ces espaces représentent alors un lieu de vie pour de nombreux êtres vivants. C'est dans le Massif central méridional que les Causses et les Cévennes s'étendent entre 4 villes-portes. Mais c'est un petit peu plus au sud, à Montpellier, que l'on se retrouve. Étudiants en master biodiversité, écologie, évolution, nous montons un projet universitaire. Bonjour, je m'appelle Louis, je suis originaire des Herbiers en Vendée et moi je suis en master écosystème, donc un master qui est orienté vers de la recherche. Moi c'est Colline Cavagnier, je viens de Grenoble et je suis en master Biogète pour biodiversité végétale et gestion des écosystèmes tropicaux. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey Bourgois et comme Colline, je suis étudiante en master Biogète à l'Université de Montpellier. Bonjour, donc moi c'est Anna Pasoukov, je suis aussi étudiante en master d'écologie mais en médiation scientifique. Donc pour rendre la science accessible au grand public et à la société. Moi c'est Lucienne Favier, je suis d'Avignon et je suis en Master 2 Media Access comme Anna. Le but de ce projet est de s'intéresser aux enjeux liés à l'évolution de ces paysages. Nous travaillons en détail sur une orchidée sauvage endémique du territoire et plus largement sur la dynamique paysagère. Mais pour commencer, retournons sur notre zone d'étude. Le territoire comprend 2 parcs naturels. Le parc national des Cévennes et le parc régional des Grands Causses. Le premier recouvre le territoire à l'est. Les monts Lozère et Égual incarnent les sommets de la chaîne montagneuse. Et plus bas, on y retrouve les vallées cévenoles. Le second se situe plus à l'ouest. Pour en apprendre davantage, nous sommes partis à la rencontre de Laure Jacob, chargée de mission milieu naturel faune-flore dans le parc naturel régional des Grands Causses. Le parc des Grands Causses, c'est un territoire qui a une identité forte. Comment vous pourriez définir ce lieu ? Alors comme son nom l'indique, il s'appelle Parc régional des Grands Causses. Donc il a la particularité sur son territoire d'avoir une grande partie du Causse noir, une également grande partie du Causse du Larzac et une petite partie du Causse de Sauveterre. Il faut savoir qu'il y a 4 grands causses qui sont des plateaux calcaires caractérisés par le relief karstique et donc pas d'eau en surface, ce qui va induire beaucoup de contraintes pour les habitants et pour la biodiversité. Et c'est une de ses principales caractéristiques. Cependant, indépendamment et en plus de ces grands causses qui en font l'image on va dire primordiale du territoire, il y a également d'autres zones comme les rougiers ou les monts en périphérie des causses qui sont très intéressants également. Quelles sont les espèces qui correspondent à ces endroits ? Alors c'est évidemment sur les grands causses eux-mêmes qu'on trouve une flore et une faune la plus remarquable, simplement par le fait qu'on se trouve à l'intersection de 3 domaines biogéographiques, qui sont le domaine atlantique, le domaine continental et le domaine méditerranéen. Donc naturellement, on a des espèces qui sont à la confluence de ces exigences écologiques. Et une des particularités, c'est qu'on a à peu près, sur les à peu près 2000 espèces de plantes qu'on a sur le territoire du parc, il y a quand même à peu près 5% d'espèces endémiques. Le terme endémisme correspond à une espèce dont la répartition est exclusivement délimitée à un territoire donné. Et donc sur ce territoire, on a aussi des espèces patrimoniales. Qu'est-ce que ce serait, comment vous définiriez la différence entre une espèce patrimoniale et une espèce endémique ? Alors, patrimonial, c'est un terme plus générique, on va dire, qui fait finalement abstraction du statut. On peut avoir des espèces patrimoniales qui ne sont ni protégées, ni gérées de manière spécifique. Par contre, une espèce endémique, elle est endémique de fait par son statut parce qu'elle n'existe que là. Donc c'est des notions qui n'ont rien à voir, qui peuvent impliquer donc, des gestions conservatoires complètement différentes. Et donc il y a des espèces aussi de la faune patrimoniale sur ce territoire ? On ne peut pas passer à côté des 4 espèces de vautours qui sont présentes sur le territoire du parc. Donc il y a le vautour fauve, le vautour moine, le gypaète barbu et le percnoptère d'Égypte. Il faut comprendre aussi que la priorité de ces réintroductions, c'est pas seulement des plaisirs de naturalistes ou d'ornithologues passionnés, c'est vraiment reconstituer un cycle naturel sur les grands causses qui font que l'homme et le pastoralisme et l'élevage au vin notamment est extrêmement lié
aux vautours fauves et au cycle naturel de décarissage et de déblayage des carcasses. C'est assez facile à reconnaître quand, évidemment, quand on a un peu l'habitude. Il y a le port des ailes, il y a la couleur. Le vautour moine, il a un port d'ailes plutôt le bout des ailes. C'est des choses assez fines. Hein. Il a plutôt le bout des ailes qui est vers le bas, alors que le vautour fauve, classiquement, comme la plupart des rapaces. Dans l'imaginaire collectif, lorsqu'on évoque l'Écosse, on imagine alors de larges espaces ouverts dominés par les pelouses. Des murets de pierres sèches, de grandes fermes et des falaises vertigineuses viennent également à l'esprit. Mais ce type de paysage n'est pas commun. Le terme paysage renvoie à l'organisation de l'espace. Il est le résultat d'une évolution de processus ayant eu lieu jusqu'au moment de l'observation. Il est alors en perpétuel mouvement, même si sa lenteur peut donner l'illusion d'une immobilité. En écologie, un paysage peut être caractérisé de différentes façons. Il est défini comme ouvert lorsque la lumière peut atteindre des strates de végétation très basses. Ce sont par exemple les pelouses ou les steppes. Au contraire, quand il est fermé, sa représentation est la forêt. C'est alors que la dynamique des paysages s'intéresse à leurs évolutions. Lorsqu'une parcelle est vide, les premières plantes qui s'installent sont les plantes pionnières. Elles peuvent être des mousses ou des lichens par exemple. Puis les herbes et les fougères vont également investir le terrain et rivaliser avec ces premières espèces. Au fur et à mesure, ce sont les arbustes, puis les arbres qui vont s'épanouir jusqu'à former une forêt, état final de la plupart des écosystèmes. C'est d'ailleurs cet équilibre théorique qu'on appelle le climax. Cette succession écologique peut prendre des centaines d'années, et différentes espèces vont s'ancrer dans le paysage au cours de son évolution. Alors d'où proviennent les larges étendues aux allures de steppe mongolienne des Grands Causses ? Vivre le paysage, c'est aussi le pratiquer, chacun à sa manière. Et ces usages deviennent source de mouvements d'ouverture ou de fermeture. Pour comprendre, il faut alors se rapprocher au plus près. C'est sur ces pelouses que l'on distingue l'animal phare du territoire, le mouton. Aujourd'hui, ce sont environ 140 000 brebis pour 1400 éleveurs qui sont présents sur les Causses et Cévennes. L'agropastoralisme combinant les productions végétales et animales fait partie intégrante du paysage. Nous sommes partis à la rencontre d'une de ces familles d'éleveurs qui sont présents sur le Causse depuis plusieurs générations. Là, on est sur le GAEC de Yelzas, sur le Causse-Méjean. On est 4 associés sur ce GAEC-là, 2 couples, et moi, c'est Anaïs. Donc moi, je m'occupe des visites et je m'occupe aussi de tout ce qui est production, les brebis, les champs, les vaches. Nous la suivons pour découvrir le fonctionnement de leur ferme. Donc les voilà les copains. Donc ça, c'est les béliers, qui sont en repos obligatoire. Donc là, au milieu, c'est les brebis qui ont fait la petite escapade hier soir. Elles sont allées dans un champ où il y avait des repousses de céréales, donc des céréales en grains, et ça peut les rendre vraiment malades. Donc c'est pour ça que je les ai laissées dedans cet après-midi. Je ne les ai pas sorties avec les autres copines, parce que je voulais surveiller s'il n'y en avait pas une qui serait vraiment pas bien. Okay. Tout simplement. Sinon, les autres, elles sont dehors. Donc là, on est dans la grange. Il y a une partie du stock qu'on a fait cette année. Donc on a tout ce qui est paille, on a tout ce qui est sec en foin. Et après, de l'autre côté, vous avez dû voir en arrivant sur le village, il y a des gros chamallows là, en plastique, tout ce qui est enrubanné. Ça nous permet d'augmenter notre autonomie alimentaire parce que le nerf de la guerre pour tous les agriculteurs qui ont des animaux, c'est d'être autonome au niveau alimentation. Et donc l'enrubanné va nous permettre de faire une coupe très tôt. Chose qu'on ne pourrait pas faire si on faisait uniquement du sec parce qu'on ne pourrait pas le sécher. Donc cette coupe supplémentaire qu'on va faire très tôt, on la rubane et ça nous permet de pouvoir faire d'autres coupes derrière qu'on pourra sécher, elle, pour le coup. Et c'est comme ça qu'on augmente notre autonomie. Ici sur la gauche, on a les jeunes, avec les béliers aussi, toujours.
Pourquoi on les a laissées dedans jusqu'à maintenant? Elles ne sont jamais allées dehors pour l'instant. Parce qu'en fait, elles sont en pleine croissance. Si on commence à les sortir sur de l'herbe verte, elles ne savent pas quoi brouter. Et au niveau croissance, elles décrochent. Et donc ce ne serait pas bien pour elles d'avoir un décrochage au niveau croissance pour la suite de leur carrière de brebis. Tout simplement. Donc la première année, pas totale, mais la première année, on les laisse à l'intérieur et on maîtrise complètement leur alimentation pour leur permettre de grandir correctement et d'être plein pot. Alors, les jeunes, là, j'en ai 112. Et des adultes femelles, j'en ai 308 à la traite. Après, elles sont sympas, hein, on peut aller les voir les autres si vous voulez dedans. Voilà mes animaux sauvages et dangereux. Différents types d'organisations agropastorales se retrouvent sur les Causses et Cévennes. Certains élevages sont sédentaires. Ils utilisent des surfaces pastorales individuelles pour alimenter leurs troupeaux. C'est ce que font la famille d'agriculteurs que nous avons rencontrés. Alors, nos brebis, elles sont à 2 heures de marche par là. Parce que notre ferme, elle fait 811 hectares. Et elles ont un parc qui fait, celui-là, il fait 70 hectares. Donc il y a du parcours vraiment ras et il y a des parties boisées sur ce parcours-là. Elles vont partout, elles font des petits groupes à gauche, à droite. Et c'est un peu la misère des fois pour rapatrier tout le monde. Mais bon, on prend le temps, hein, c'est pas grave. Hein. Nous, l'intérêt, c'est qu'elles broutent et qu'elles entretiennent. Alors nous, on change très souvent justement par rapport à la prédation pour éviter que les espèces sauvages s'habituent à la présence de nos brebis à un endroit. Donc on tourne très souvent. Genre tous les jours ou tous les 2 jours. Parce qu'on n'a pas de chienne de protection, nous. On a fait ce choix-là pour l'instant. Parce qu'il y a énormément de visiteurs et de marcheurs. Et on a beaucoup d'enfants dans la famille. Donc s'il y a un petit qui rentre dans la bergerie parce qu'ils adorent venir voir les brebis, s'il y a un patou qui a décidé que le petit est resté dehors, ben, vous voyez la taille d'un patou? Voilà. On veut éviter ce genre de problème. Pour revenir au type d'élevage, ceux traversant des domaines publics ou des domaines mis à disposition sont dits transhumants. Aux alentours du mois de juin, certains éleveurs déplacent leurs troupeaux vers les hauteurs des monts Égual et Lozère pour trouver fraîcheur, eau et herbes plus tendres. Ils ne redescendent en général qu'en octobre. Dans les 2 cas, c'est le parcours des moutons qui participe à l'entretien des milieux ouverts. Comme l'histoire de l'agropastoralisme dans les Causses remonte au néolithique, la portée de cette activité a façonné ce paysage au cours des siècles. Par la suite, au Moyen Âge, l'agropastoralisme est impulsé par les ordres religieux. Le territoire est largement exploité et nécessite de nombreux aménagements. Des fermes sont construites et des zones agricoles sont également organisées. Le long des chemins où passaient les brebis, des petits mûris ont été construits, les drailles. D'autres exemples de ce patrimoine bâti sont toujours visibles, comme les lavognes, de larges cuvettes naturelles alimentées par l'eau de pluie permettant aux brebis de boire. Mais le parcours itinérant n'est pas le seul facteur qui a ouvert les milieux. Les caractéristiques de l'agropastoralisme traditionnel donnaient une importance à la culture céréalière et fourragère. En étant associés aux interventions humaines, coupes, défrichements, feux, ainsi que les pâturages, ils ont progressivement abouti à la transformation des bois en pelouse. L'agropastoralisme valorisait au maximum l'espace disponible en diversifiant les activités. Lorsque le troupeau était à l'extérieur, il s'alimentait en autonomie, mais lorsqu'il était à l'intérieur, du foin, des céréales ainsi que des glands et châtaignes lui étaient distribués. La famille du GAEC de Yelza a transformé une des fermes du village en écomusée pour comprendre comment vivaient ces éleveurs autrefois. Construite au début des années 1600, elle est une véritable représentante du patrimoine bâti sur les Grands Causses. Elle s'organise sur 2 étages érigés en lauzes calcaires. On y retrouve en bas les pièces liées à l'agriculture, soit la bergerie, la porcherie, ainsi que la grange et l'étable. Au-dessus se trouve le logis. En plus des espaces cultivés et ceux dédiés à l'élevage, les ressources du Causse servaient pour le chauffage.
ont coupé les forêts, notamment de pins et de chênes, pour utiliser ce bois comme source d'énergie. Mais depuis plus d'un demi-siècle, on voit les territoires cévenols-écossonards se transformer significativement vers des paysages plus boisés. Dans les Cévennes, le taux de boisement est passé de 16% au XIXe siècle à 70% aujourd'hui, et dans l'Écosse, de 15 à 36%. La conséquence paysagère est une fermeture du milieu. La progression de la forêt est le résultat de modifications socio-économiques et de la perception du paysage datant de la fin du XIXe siècle. Tout commença par un changement de mentalité vis-à-vis du pastoralisme. Les éleveurs étaient accusés de dépasser la capacité de charge des milieux et d'ainsi favoriser l'érosion des sols et le risque d'inondation. D'autant plus qu'à côté de ça, les larges étendues d'Écosse étaient perçues comme des zones vides et sans intérêt. À la place, on voulait donc restaurer les vastes forêts originelles d'Écosse et Cévennes. La sylviculture est apparue comme une alternative économique crédible. Les décennies passant, plusieurs milliers d'hectares d'arbres ont été plantés. Mais en même temps se dessinait peu à peu le début d'un exode rural. À partir des années 1850 et jusqu'à l'après-guerre, de nombreuses fermes ont été abandonnées. Les parcours non utilisés ont commencé à se boiser naturellement. Le temps passe et la révolution agricole des années 60 fait son arrivée. La politique agricole commune européenne donne alors les orientations et les moyens pour moderniser les systèmes. La mécanisation permet à l'époque de gagner en productivité. L'agriculture itinérante diminue et par conséquent, les parcours, là encore, moins utilisés. Aujourd'hui, c'est le changement climatique qui impose des modifications. Les épisodes caniculaires poussent les éleveurs à un pâturage nocturne, mais la prédation par le loup les inquiète. Puisqu'il est difficile d'organiser une surveillance de nuit, rentrer les brebis et les nourrir à l'intérieur est une option. Cependant, le stress hydrique et thermique impacte les récoltes et génère des déficits fourragers. L'enjeu du maintien des activités agro-pastorales est alors majeur sur le territoire. Tous ces différents éléments ont conduit à cette fermeture progressive des milieux et d'un point de vue de la biodiversité, ce sont notamment les pins, les buis, les genévriers et dans une moindre mesure les chênes et les hêtres qui se sont développés. L'espèce de pin naturellement présente dans l'Écosse est le pin sylvestre. Mais le pin noir, implanté par les reboisements, s'est avéré particulièrement bien adapté à la région. Ces pins disséminent leurs graines par le vent. Avec une vitesse de progression moyenne de 20 à 50 mètres par an, leur front s'est déplacé de quelques kilomètres durant les 50 dernières années. D'autres stratégies permettent aux ligneux de se développer. Les aiguilles piquantes du genévrier dissuadent par exemple les brebis de les brouter. Ils assurent un rôle de pouponnière protégeant les jeunes pousses d'autres espèces. Grandissant à l'abri, ces jeunes ligneux dépassent ainsi la strate herbacée, seule strate susceptible d'être mangée par les ovins. Pendant de nombreuses années, cette fermeture progressive ne fut pas réellement visible, mais cette situation est aujourd'hui source de crainte et d'incertitude. En effet, la fermeture ne se fait pas sans impact. La transformation des paysages et donc des écosystèmes affecte entre autres la biodiversité. La faune et la flore forestière sont favorisées au détriment de celles des milieux ouverts. Mais est-ce problématique ? En biologie de la conservation, la vulnérabilité d'une espèce à l'échelle locale dépend de sa rareté. On compare le nombre d'individus d'une espèce sur un territoire comme celui d'Écosse à une aire de référence comme la France.
Sur l'Écosse, ce sont environ 90 espèces d'oiseaux qui nichent régulièrement. Parmi elles, 15 sont particulièrement retrouvées sur ce territoire comparé à la France entière. Or, ces dernières sont liées au milieu ouvert pour leur alimentation ou leur nidification. Certaines études ont révélé par exemple que le nombre d'individus de pipite rousseline, bruant ortolan ou traqué moteux diminuait en faveur d'espèces forestières, comme le troglodyte ou la fauvette à tête noire. Le problème est que les premières ont des statuts de conservation défavorables alors que les secondes sont plus communes. Concernant la flore, 45 espèces à distribution départementale réduite poussent spécifiquement dans ces mêmes milieux ouverts. Les COS ont alors une responsabilité de conservation au niveau national. D'autre part, les formations végétales forestières et celles des milieux ouverts sont très différentes. Sur ce territoire, ces dernières sont plus diversifiées. Cette différence peut être en partie expliquée par la durée de vie des espèces. Étant plus longues en milieu forestier, elles sont remplacées plus rapidement d'une année à l'autre dans les friches que dans les forêts. Mais le risque principal reste l'homogénéisation des milieux. La disparition d'une diversité d'habitats engendre une diminution de la diversité biologique. Une des espèces présentes dans les milieux ouverts est l'orchidée Ophrys démona. La décrivant en 1959, le botaniste Emonin lui a donné son nom. Ces fleurs se caractérisent par leur couleur sombre, avec une marge verte et 2 petites taches sur le dessus, la faisant penser à un petit personnage. Cette orchidée, fleurissant majoritairement durant le mois de mai, est endémique d'Écosse et pousse à moyenne altitude. Son cycle de vie court et son faible taux de pollinisation la rendent très sensible aux modifications climatiques ou de son habitat par exemple. Elle est alors classée vulnérable sur la liste rouge de l'IUCN. Son identification peut être délicate de par sa ressemblance à d'autres espèces du genre Ophrys, d'autant plus qu'elles s'hybrident fréquemment entre elles. Notre projet de recherche s'est donc penché sur cette orchidée. En 2007, une première étude a déjà eu lieu, menée par Joseph Fleury et encadrée par Bertrand Schatz, un chercheur du CEF au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive. Cette étude, elle a montré que la fermeture du milieu provoquait une disparition d'Ophrys démona sur l'ensemble d'Écosse. On a trouvé du coup intéressant de retourner 16 ans plus tard, donc en 2023, sur les mêmes stations pour pouvoir rééchantillonner et continuer l'étude. Nos hypothèses qu'on a voulu tester, c'est d'abord que les milieux qui avaient été échantillonnés se sont fermés, donc que les espèces ligneuses ont pris de l'espace sur ces milieux, et que cette fermeture du milieu a eu un impact sur l'Ophrys démona, d'abord par le nombre d'individus qu'on peut retrouver donc, sur ces sites, mais aussi sur la morphologie des plantes qu'on a pu mesurer. Pour répondre à ces questions, nous nous sommes rendus sur le territoire d'Écosse dans les mêmes stations visitées en 2007. Dans chacune d'entre elles, nous avons réalisé différentes mesures afin de caractériser l'évolution du paysage et des populations d'orchidées. Une fois qu'on a repéré toutes les orchidées présentes sur la station, vient l'étape des mesures. Pour tous les individus fleuris, avec l'aide d'un mètre, on va faire différentes mesures. Donc tout d'abord, la taille totale de la plante, puis uniquement la taille de l'inflorescence, donc de la première fleur à la dernière fleur. Ensuite, la taille des feuilles, puis le nombre de fleurs et le nombre de boutons. Cependant, certains individus ne sont pas fleuris, on dit qu'ils sont en rosette. Donc dans ce cas, on compte juste le nombre de rosettes présentes sur la station. Ainsi, en regroupant le nombre d'individus fleuris et le nombre de rosettes, on va pouvoir calculer l'abondance totale de la population. Pour l'habitat, nous avons déterminé la proportion de milieux fermés et les espèces végétales dominantes. Puis, nous avons noté l'altitude et la latitude de chacune de ces stations.
À partir des données qu'on a pu acquérir sur le terrain, on a pu mettre en valeur une fermeture du milieu donc sur les stations qu'on a échantillonnées, notamment par le pin sylvestre et le pin noir d'Autriche. Par contre, même si on a bien une fermeture du milieu dans nos stations, on n'a pas trouvé d'impact de cette fermeture sur les populations d'Ophrys démonins. Donc ça ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y en a pas. Ça veut dire que nous, statistiquement, on ne l'a pas décelé. Il y a plein de choses qui peuvent expliquer le fait qu'on n'a pas trouvé de résultats là-dessus. Notamment que quand on a fait la méthode qu'on a utilisée pour déterminer la fermeture du milieu, on n'a pas pris en compte la position de la population dans la station. Donc c'est-à-dire que si on a une station, en disant qu'elle est comme ça, et que tout ça c'est fermé, mais que la population elle est tout dans le coin, dans la seule zone qui est toujours ouverte, bah évidemment que du coup cette population-là, elle n'est pas impactée par la fermeture, même si en fait la station elle s'est fermée. Donc au final, on se retrouve avec des stations qui sont beaucoup plus fermées, mais avec des populations d'Ophrys qui sont toujours dans les milieux ouverts de la station. Pour répondre à cette question, il faut retourner sur le terrain, faire des cartes des stations précises, placer des points où on voit chaque individu et la refaire plus tard, replacer des points là où on retrouve nos individus et voir si la population s'est déplacée ou pas. Avoir une cartographie plus précise, ça nous permettrait de déceler peut-être d'autres... Les stations avec une grosse échelle et puis voir si ça se déplace en plaçant chaque individu. Et ça, c'est pas le même boulot. Ouais, l'effort d'échantillonnage, il serait beaucoup plus important. C'est pas la même échelle d'étude. Après, l'écologie de l'espèce, elle est liée à beaucoup d'autres choses. La météo, si c'est une météo qui a été propice en 2007, mauvaise en 2023 ou l'inverse, ça peut avoir aussi un impact sur les données qu'on a recueillies. On sait que c'est une espèce qui a un pollinisateur assez spécifique, Andrena combinata. Et finalement, si ce pollinisateur est plus présent dans un milieu, l'espèce ne va pas pouvoir prospérer, elle va sûrement disparaître. Et donc, elle est aussi liée à ce pollinisateur. Et donc, en fait, il y a plein d'effets qui vont jouer sur ces populations. Plein d'effets confondants qu'on ne peut pas déceler ici. Finalement, Ophrys, elle supporte mieux la fermeture que ce qu'on pensait. Ouais, elle n'a pas disparu en tout cas. En tout cas, elle est toujours là. On ne peut pas vraiment dire que les populations se développent ni régressent. On ne peut même pas dire qu'elles se maintiennent. Au final, on ne peut pas dire grand-chose parce qu'on n'a pas trouvé de résultat. Mais en tout cas, elle est toujours là. Et il y a des stations où elle est en très très grand nombre. On n'a même pas pu toutes les compter tellement il y en avait. Mais il y a des stations qui ont complètement disparu. Donc même si statistiquement on n'a pas grand-chose, faut continuer de la protéger et de savoir et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Une évolution. Dans le sens, la recherche, il faut qu'elle continue. On peut pas arrêter une recherche parce qu'on n'a rien trouvé. Il faut continuer de chercher parce que si à un moment quelqu'un d'autre fait la même recherche que nous, mais fait, on va dire peut-être dans des meilleures conditions, et qui trouve les facteurs qui impactent vraiment les stations la population d'Ophrys, peut-être qu'à ce moment-là, on va vraiment pouvoir la protéger et peut-être lutter contre ce facteur-là. Mais tant qu'on ne l'a pas trouvé, il faut continuer de chercher. Parce que le jour où elle aura disparu, ça sera trop tard. Moi, je considère que la littérature scientifique a déjà montré qu'il y avait une disparition des espèces inféodées au milieu ouvert en Méditerranée et que ça, si on le montre ou on ne le montre pas, ce serait une espèce en plus sur la liste des espèces qui sont menacées par la fermeture du milieu. Je pense que là, maintenant, ce qu'il faut faire, si on veut garder ces espèces, c'est d'éviter la fermeture du milieu. Après, ça, c'est compliqué à faire. C'est soit mécanique, soit remettre en place du pastoralisme. Il faut réadapter les pratiques agricoles. Ou même pastorales, qui puissent s'adapter au changement, quoi. Gérard Guy Emonin fut le premier au début des années 80 à défendre une politique de conservation de patrimoine naturel dans les Grands Causses.
il prône la protection des pelouses caussenardes dont la biodiversité lui semble menacée, mais également celle des forêts. Aujourd'hui, les directions de gestion tendent alors vers la conservation des milieux déjà ouverts. Bonjour, je suis Dominique Lizard, je travaille pour l'entente interdépartementale des Causses et des Cévennes. Alors, les Causses et les Cévennes sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO en tant que paysage culturel de l'agropastoralisme méditerranéen. Donc un paysage culturel, c'est ce qu'on appelle une œuvre conjuguée de l'homme et de la nature. Donc c'est vraiment un paysage qui va illustrer une interaction entre l'homme et la nature. Et donc ici, sur les Causses et les Cévennes, c'est vraiment cette culture agropastorale qui a permis finalement à l'homme de s'implanter sur le territoire et qui a généré des paysages, façonné des paysages assez spécifiques et qui vont en particulier prendre la forme de milieux très ouverts et dans lesquels on va avoir un ensemble d'éléments bâtis liés à l'activité agropastorale, souvent en pierre sèche, etc. Donc les Causses et les Cévennes sont inscrits depuis 2011 et la France se doit maintenant d'en conserver les caractéristiques pour transmettre finalement ce site qui est remarquable aux générations futures. Alors on peut constater depuis une dizaine d'années que sur le territoire, il y a une progression des milieux ouverts par rapport aux milieux forestiers. Et cette progression, elle s'explique très probablement par rapport aux nouvelles modalités de la politique agricole commune, la PAC, qui vraiment pousse vers un entretien des milieux. Donc aujourd'hui, les aides données par la PAC sont des aides surfaciques et qui vont être impactées par la présence ou non de végétation. Donc s'il y a de la végétation, en fait, c'est un système de prorata qui fait que l'aide elle est moindre. Donc aujourd'hui, on sait qu'il y a un entretien qui est vraiment beaucoup plus important des surfaces. Néanmoins, la PAC ne va pas imposer de moyens techniques pour cet entretien. Donc cet entretien-là, il n'est pas nécessairement réalisé par du pâturage, il peut être réalisé par d'autres moyens, que ce soit des moyens mécaniques ou par du brûlage. Cependant, la conservation de ces larges zones ouvertes n'est pas chose aisée. De nombreux facteurs actuels s'y interfèrent. Laure Jacob, du parc régional des Grands Causses, revient sur cette conservation. La difficulté qu'on a sur ce type de territoire, c'est qu'il y a des surfaces immenses de milieux ouverts qui sont une des responsabilités du parc. Une des caractéristiques et donc une responsabilité de l'État français, c'est de conserver ces milieux ouverts qui sont décrits dans les annexes de la directive européenne comme des habitats naturels d'intérêt communautaire remarquables. Du point de vue pratique, étant donné l'immensité des surfaces et le peu d'hommes et de troupeaux qui sont une des possibilités de gérer ces espaces, étant donné que tout ça c'est fortement en baisse, on a mis en œuvre beaucoup d'actions avec l'aide de l'Europe pour essayer de maintenir un minimum ces espaces. On sait très bien que de toute façon il y aura assez d'espace où en gros on va laisser faire la nature pour arriver au stade qu'on a tout autour de nous dans une grande partie des Causses, c'est-à-dire la forêt de chênes pubescents et de pins sylvestres, qui est la forêt typique du territoire. Donc ça, de toute façon, c'est irrémédiable, on n'arrivera pas à gérer tout ça. Il y a aussi le phénomène du changement climatique qui induit une irrégularité, on va dire, de la production d'herbes sur ces espaces. Le manque d'eau par moment, c'est extrêmement fluctuant. Donc autant pour la ressource alimentaire pour les troupeaux que pour la biodiversité en général. Voilà, on est un peu dans l'incertitude. Et est-ce que l'évolution des milieux va être aussi rapide que celle qu'on a connue vers les milieux fermés? Est-ce que les milieux ouverts vont être menacés par des espèces exotiques qui vont arriver, on ne sait pas, qui sont plus adaptées à la sécheresse? Voilà, tout ça c'est en cours de changement. Mais une question peut alors venir à l'esprit. Comment voulons-nous ou pouvons-nous réellement agir vis-à-vis des transformations qui affectent le paysage? Puisque chacun a sa perception de notre environnement qui est liée à nos mémoires, notre histoire, notre réalité propre, il y a en définitive autant de paysages que de regards qui s'y posent. Finalement, comme la plupart des enjeux, tout est question de point de vue. Pour les agriculteurs, l'enjeu majeur est la viabilité de leur exploitation. L'action sur les paysages dépend de leurs besoins et doit s'adapter aux fluctuations des ressources. D'un point de vue esthétique et culturel, c'est l'image des causses ouvertes qui prédomine.
elle est en relation avec cette représentation liée à l'histoire du territoire. Les paysages ouverts permettent aussi de maintenir observable le patrimoine bâti. D'autres considèrent au contraire que les paysages ouverts appartiennent au passé. Les conditions qui ont permis l'apparition des pelouses caussonardes n'étant plus les mêmes, pour eux, il ne sert à rien de forcer la nature à rester identique à celle qui existait à cette époque. Cristalliser une représentation passée irait à l'encontre de la caractéristique mouvante du paysage. Ils promeuvent alors de laisser libre cours à une dynamique naturelle. D'un point de vue du maintien de la biodiversité, tout dépend de la zone d'étude. Ici, l'enjeu est de conserver une multitude de milieux avec des zones fermées et des zones ouvertes. On parle d'hétérogénéité du paysage. Mais ces différentes conceptions deviennent alors un questionnement collectif. Comment composer avec nos visions contrastées un projet commun ? Et vous, vous en pensez quoi ? Quel futur imaginez-vous pour les Causses-et-Cévennes ? On fait genre on prospecte ou pas? Non, juste on marche en mode randonnée. On va rouler sur une orchidée là-bas. Ça m'a appelé Morue. Morue, c'est un surnom affectif. Ça dépend. Bah, en vrai, c'est les moments où on est fatigué et qu'on finit par chanter n'importe quoi, où on a peur quand Louis débarque en courant. On a tous perdu un truc, j'ai perdu mon parapluie, Audrey a perdu son tel. C'est marrant de chercher des objets alors qu'on est censé chercher des fleurs à la base. C'était l'occasion d'en apprendre plus sur chacun et de mieux se découvrir parce qu'au final, hormis la préparation du projet, on se connaissait pas trop. Et là, se découvrir, rigoler ensemble, c'était vraiment des très bons moments. Ça faisait peur même, on était dans une forêt, un peu avec des arbres morts et tout, on était tous les deux avec Icienne, on s'est dit bizarre cet endroit. Et là, Audrey et Louise arrivent et arc-en-ciel, mais magnifique.